100 000 euros d'investissement, comme ça, sur un ticket, du jour au lendemain, sans même me parler. T'imagines? Au niveau des business angels, c'est pas un truc qui est très commun encore au Maroc. Oui. Aujourd'hui, est-ce que ta banque peut te dire exactement comment est utilisée ta donnée, comment est-ce que... Ils n'ont Ouais. aucune idée. Ils peuvent aujourd'hui aussi générer des liens de paiement pour se faire payer en ligne, d'accord, et recevoir l'argent instantanément sur leur compte. Les startups à Silicon Valley, elles utilisaient tel et tel outil, tu vois. Ben ça y est, tu vois, le lendemain, je dis ok, c'est bon, on utilise ces outils. Mais l'Afrique, c'est 1%. C'est-à-dire que c'est très très peu, bien sûr. Ils connaissent pas l'Afrique, ils connaissent pas le Maroc, qui vont dire ah, tu sais, c'est un marché compliqué, etc. Tu leur parles, un investisseur, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il aime bien ton projet, il a envie de penser grand pour lui aussi. Tu vois, il a envie de faire partie d'une aventure qui va au-delà de sa ville ou du pays. D'accord. Les entrepreneurs, les entrepreneuses, marhaba bikoum dans ce nouvel épisode de Business sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Germain Bahri, le cofondateur de Zazu. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Merci Mohamed, c'est un plaisir partagé. Je t'en prie, c'était voulu, c'était obligé. Je pouvais pas ne pas t'avoir dans le podcast. Je pouvais pas laisser toute cette valeur et ne pas la partager aux jeunes, surtout tous les jeunes entrepreneurs qui me suivent sur les réseaux sociaux. Ils ont besoin de savoir et de connaître Zazu. J'espère, Inch'Allah. Et je pouvais pas refuser non plus, parce que tu étais un de nos premiers utilisateurs, un de nos premiers beaucoup. testeurs. Donc voilà. Ça fait vraiment plaisir. Zazu, une fintech qui a été lancée en 2024. C'est ça, exactement. Et a levé 1 million de dollars. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça aide en tout cas. Ça aide énormément. Et moi, je vois Zazu comme la banque digitale, la néobanque, on va dire, qui va remplacer les banques traditionnelles et la banque qui sera faite pour les entrepreneurs marocains. J'espère que dans ce podcast, on va essayer de donner toutes les informations, en discuter. Je veux vraiment en connaître beaucoup plus sur Zazu. Pour commencer déjà, est-ce que simplement tu peux te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? D'accord, écoute, d'abord je m'appelle Germain Bahri, je suis belgo-tunisien à la base, je reviens un peu à mes origines en vivant ici au Maroc, voilà, je viens d'un background qui était plutôt sur la finance, j'ai étudié la finance traditionnelle, j'ai travaillé dans les banques privées, il y a à peu près 10 ans de ça, j'ai eu la chance de faire partie des premières vagues des fintech ou de la révolution technologique, principalement en Europe, des premiers modèles de Revolut, il y avait Conto, etc., qui sont devenus des belles pépites en Europe. Donc j'ai vraiment eu la chance d'être un peu au devant de cette transformation digitale. Et puis j'ai travaillé plus récemment pour une unicorn, comme on dit, une licorne plutôt en français, qui est typiquement une fintech qui était valorisée à plus d'1 milliard de dollars, qui s'appelait Solaris Bank et qui était une machine à créer des fintechs, qui apportait même la licence à toutes ces fintechs. Donc voilà, avec l'un des premiers employés de Solaris Bank, on a voulu recréer un peu l'expérience ou certaines des expériences qu'on a eu la chance de co-construire, notamment sur la partie PME et entrepreneuriale, sur des modèles qu'on connaissait très bien. Mais sur un marché qui nous excitait un peu plus que ce que devenait l'Europe. Et donc, c'est là où on a mis les premiers prix en Afrique avec Zazu. En Afrique du Sud, tout d'abord, qui était notre premier marché. Et maintenant au Maroc, avec Zazu. Très intéressant. C'est voir deux personnes qui ont émergé d'une fintech et qui ont créé la leur. En fait, c'est de là, moi, je pense que viennent les plus grands succès. C'est des personnes qui ont travaillé dans un milieu pendant longtemps, qui ont des idées d'amélioration et qui apportent leurs solutions dans un marché. Surtout le marché marocain, maintenant, il est en pleine expansion. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Et quand on parle d'une entreprise, on parle toujours d'argent. Et il faut de bonnes solutions pour être payé, pour faire circuler l'argent. Donc, on va en parler pendant ce podcast et on va essayer de vraiment d'en discuter, d'expandre Zazu vers le Maroc pour que vraiment toutes les personnes qui nous regardent puissent comprendre ce que c'est exactement. Je voudrais au début que tu nous parles un petit peu de ton origine, l'origine professionnelle dans la fintech, surtout Solaris. Comment l'expérience était, certes que tu as dit que ça a été évalué à plus de 1 milliard de dollars. Exactement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend de ce genre d'entreprise qu'on ne peut pas apprendre nulle part. Donc, partage-nous un petit peu l'expérience sur ça.
Alors, comme je disais, j'ai principalement eu la chance, en tout cas ces 10 dernières années, d'évoluer dans des milieux de, je dirais, start-up ou plutôt scale-up. Donc, la chance d'être dans cet environnement, c'est vraiment, je dirais, l'impact. C'est que tu as la chance quand tu fais quelque chose, tu as un impact direct sur l'entreprise. Mais aussi, dans beaucoup de scénarios, où j'étais un peu laissé dans le bain, comme on dit. C'est-à-dire que you gotta figure it out. Tu dois trouver des solutions. Et tu n'as pas toujours un mentor ou un boss qui doit te dire quoi faire. Et je pense que Solaris, c'était un peu cette expérience-là. C'est d'un côté l'incertitude, parce que même si la société était valorisée à $1 milliard, il y avait beaucoup de pression des investisseurs, de la boîte, etc. Et puis voilà, beaucoup de discussions internes. C'est jamais acquis dans une startup ou dans une scale-up. Mais avec ça, beaucoup d'opportunités d'apprendre, de voir aussi les choses qui font le succès de passer en tout cas d'une startup à une scale-up. Je pense que c'est là où j'ai beaucoup appris, à quel moment on commence à mettre des process en place, à quel moment on commence à recruter des profils, à quel moment est-ce qu'on se concentre plus sur la conformité, la structure, plutôt que la rapidité et l'exécution quand on est une startup. Mais je pense que j'ai pu aussi voir, une fois que Solaris a commencé à s'établir, les choses qui ralentissaient l'entreprise et les choses qui l'empêchaient d'être aussi souple que la startup dans laquelle elle était avant. Et je pense que c'est là où, comme tu disais un peu avant, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ont toujours été entrepreneurs et qui sont nés entrepreneurs. Je pense qu'il y a moi, je me suis toujours considéré comme un intrapreneur, c'est que j'innovais, mais dans l'entreprise. Ok. Et je pense que avoir la chance de voir un peu ce qui se passe dans les entreprises qui commencent à grandir, qui sont un peu plus établies, ça permet aussi de voir les choses qui peuvent être améliorées ou les choses qui peuvent être optimisées et du coup de découler sur une startup. Et tu penses, tout à l'heure, tu as dit un point important. Est-ce que tu penses qu'une entreprise, quand elle commence comme start-up et elle arrive à un certain point, elle perd cette flexibilité réellement ou est-ce qu'elle choisit de la perdre pour des raisons, par exemple, comme tu as dit, d'investisseurs qui mettent la pression sur l'entreprise ou autres. Donc, ils sont obligés de eux-mêmes se mettre des limites ou ne plus être très souples pour suivre un certain process ou est-ce que, en fait, c'est imposé au fur et à mesure du temps? Je pense que c'est un mix. Je pense que c'est naturel une fois qu'une entreprise grandit de mettre des process en place parce que c'est plus une start-up justement. Il y a des personnes qui commencent à arriver. Il faut commencer à apprendre à déléguer. Donc, je pense que c'est naturel. Alors la question c'est comment est-ce une société arrive à garder cette flexibilité, cette rapidité, cette agilité tout en grandissant. Et je pense que c'est là le challenge de beaucoup de sociétés. Et c'est là où il y a beaucoup d'apprentissage sur des modèles comme Amazon qui arrivent à finalement trouver des moyens à rester et à toujours agir comme des startups. Typiquement, je pense qu'ils arrivent à soit réorganiser leur équipe ou à engager des profils ou voilà, il y a beaucoup de méthodes en tout cas qui valent la peine de regarder chez Amazon où ils arrivent à garder cette agilité. Donc ça c'est un côté et je dirais l'autre aussi parfois c'est même d'un point de vue conformité au réglementaire. Dans le cas d'une fintech ou d'une banque, typiquement, c'est le cas pour Revolut, c'est le cas pour N26, qui était l'équivalent de Revolut aussi en Europe. À un moment, le régulateur suit et va commencer à imposer soit des restructurations, soit des restrictions. Mais c'est presque naturel dans certains domaines. Donc, c'est un challenge pour toute société, je pense, à un moment de balancer entre scaler et pouvoir garder une agilité, mais aussi agir comme une entreprise maintenant qui devient sérieuse, entre guillemets. Ok, ok. Donc, oui, c'est vrai que dans un sens, une entreprise ne peut pas rester flexible tout le temps parce qu'il y a un marché qui la suit. Il y a aussi, comme tu as dit, des process qui ont été mis en place. Du coup, si on commence à modifier ces process tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça devient un petit peu compliqué de faire suivre tous les collaborateurs, surtout quand l'entreprise grandit. Ok, c'est intéressant. C'est un point de vue intéressant, surtout avec l'exemple d'Amazon. Même si je préfère pas prendre les exemples d'Amazon parce que c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop compliqué. Mais merci beaucoup pour ce partage. Maintenant, on va passer à quelque chose. Bon, Solaris, tout ça, c'est des années d'expérience, mais c'était quoi le déclic pour créer Zazo? Parce que quand on veut créer une entreprise ou quand quelqu'un a fait partie d'une startup qui est devenue une scale-up,
à vraiment valoriser à des milliards de dollars. Il y a un moment où tu te dis, c'est là où je dois créer mon entreprise, c'est là où je dois apporter ma solution, je peux plus attendre. Ouais. Non, c'est une bonne question. Quel a été l'élément déclencheur? Comme je t'ai dit, j'ai toujours eu une mentalité en tout cas de doer et d'entrepreneur, d'accord? Donc c'est pas quelque chose qui, mais effectivement, d'agir à mon compte et du jour au lendemain de parler à un investisseur. J'étais impliqué dans des conversations avec des investisseurs, mais toujours plus tard dans la série A, la série B, etc. Pas les premiers. J'ai jamais parlé à un business angel, par exemple. Ok. J'ai jamais créé une safe note, comme on dit. Donc safe note, c'est un peu le contrat avec les premiers investisseurs. Le déclenchement. Je pense que j'avais toujours en moi, en tout cas, une envie voilà, de faire plus, d'accord? Donc, il y avait déjà une sorte d'inertie qui était là. J'ai toujours je pense, développé avec l'expérience, avec ma curiosité, une bonne vision un peu du marché. Donc, je voyais les choses qui marchaient pas. Je pense que le marché européen a commencé ces dernières années typiquement à ralentir, à devenir quand même assez concentré, surtout sur la fintech. Bon, il y a encore des belles choses qui sortent, hein, surtout avec l'accélération maintenant des agents IA, etc. Mais quand même, il y avait ça commençait à devenir beaucoup plus de la même chose. Voilà. Donc, on a commencé à regarder un peu ailleurs, ce qui émergeait, etc. Et pour tout te dire, c'est un Marocain qui a été l'élément déclencheur, qui s'appelle, je sais pas s'il écoute ce podcast, mais qui s'appelle Othman Boulal. Je sais pas si ça te parle, mais c'est le fondateur de Chauffeur Privé, qui a été une boîte, je sais pas si tu les connais, Oui, j'en ai entendu qui parler. a été racheté par un très gros groupe. Je me demande si c'est pas Daimler, en tout cas un très gros groupe européen. Ok. Et voilà, j'étais à la gym avec lui pour tout te dire. Et voilà, j'avais quelques idées en tête, mais plutôt d'un point de vue, d'un angle de consultance, tu vois. Je sais qu'il travaille avec pas mal de startups au Maroc et ailleurs, où il était conseiller. Je lui dis, écoute, voilà, je réfléchis sur certains sujets, j'aimerais bien, voilà, les épauler ou les aider sur des sujets de paiement, etc. Il m'a dit, mais je comprends pas, tu as quel âge? J'ai dit, bah écoute, j'ai 30 ans. Il m'a dit, mais pourquoi tu veux faire de la consultance? Tu as tout à faire encore. Pourquoi pour le même prix, lance-toi, fais un truc. Là, je peux t'aider, tu vois. Ok. Et voilà, l'idée a maturé, si je peux dire. Et littéralement, une semaine après, j'avais un business plan, j'avais une idée. Et j'ai appelé mon cofondateur aujourd'hui, qui est Rins, et qui était mon boss à l'époque. Ok. Et je lui ai dit, let's go. T'as fait un business avec ton boss. Exactement. J'ai pas eu le choix. Non, mais effectivement, voilà, ça a été l'élément déclencheur et c'est presque comme si c'était une évidence en fait. Tu vois, mais effectivement, j'adore ce que je fais, j'ai développé une expertise, j'ai une vision. Pourquoi est-ce que je la mettrais au service des autres? Voilà. C'est vrai, ouais. Et le reste a coulé de source, je dirais. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas comme toutes les histoires d'entrepreneurs, hein. Faut savoir que c'est assez différent. La plupart on va dire des personnes qui créent des entreprises ou qui créent comme tu as dit, des licornes, des choses qui fonctionnent, ont un parcours plus ou moins pareil. Ils ont commencé quelque part, ils ont juste vu une opportunité passer, ils l'ont prise, mais non, là c'était beaucoup plus réfléchi, c'était spontané, c'était ok, j'ai rencontré une personne, je veux faire quelque chose, pourquoi je le fais pas plus grand? Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a pas une définition d'un entrepreneur. Je pense qu'il y a des profils, comme tu dis, un peu à la Elon Musk, etc., qui ont toujours existé tu vois, qui sont un peu des rebelles ou des outcasts, voilà. Ce que je respecte et généralement qui ont été très successful parce qu'ils voient les choses différemment. Je pense que d'un côté, si on regarde mon parcours, très tôt, j'ai quitté la finance traditionnelle. Il y a peu de gens qui le font parce que c'est un milieu très confortable. Okay. Donc, je dirais quand même, j'ai regardé les choses différemment, mais c'est vrai que je me suis jamais considéré comme un entrepreneur. C'est quelque chose qui est un peu maturé, comme tu as dit. Mais je pense pas qu'il y ait un modèle défini. Je pense qu'il y a encore des entrepreneurs maintenant à 35, 40, 45 ans et qui, malgré tout. Alors, je sais pas les dernières stats sur la réussite en tant qu'entrepreneur, mais je pense que c'est finalement, si on regarde les modèles, les Mark Zuckerberg, etc., qui ont démarré à 17, en tout cas à 15, 16, 17 ans, qui ont été successful, il y en a très peu finalement. Je pense que ça se fait sur le temps. Enfin, je le souhaite, mais je pense que c'est pas la norme. Bah, on dit qu'un vrai business se construit sur un minimum de 3 à 5 ans. Bah, le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup comme tu as dit, d'entrepreneurs qui n'osent pas, enfin, qui n'arrivent pas à attendre cette durée.
c'est un petit peu dû à la vitesse dont notre monde évolue, aux intelligences artificielles qui facilitent énormément de choses, mais même si une intelligence artificielle ou un process est accéléré par quoi que ce soit, il y a toujours ce facteur temps Mm. qu'il faut prendre en Ouais, compte parce que une startup qui va très très vite, très très haut, ouais, peut vite s'écraser. mm, Si c'est pas bien contrôlé, bien sûr. ouais. Et donc oui, oui, c'est effectivement, comme tu as dit, les stats actuellement, il y a beaucoup moins d'entrepreneurs qui réussissent jeunes parce Mm, que c'est une maturité qu'il faut prendre sur le long terme, mm. etc. Mais ouais. Après, maintenant que tu le dis, effectivement, moi je pense aux références que j'ai. Moi j'ai 35 ans maintenant. Au monde, tu vois, que j'ai vu sur les 5-6 dernières années, après le monde a changé rapidement. Mm. Ici même tu as vu les derniers mois avec les Ouais. agents IA, Ouais. etc. Ça change, effectivement, tu as beaucoup plus d'opportunités pour des jeunes, pour, tu vois, des freelancers, pour des influenceurs, etc., d'accéder à avoir de l'impact très rapidement. Ok. Je Ok. pense que ça change, c'est vrai. Dans le monde de la fintech, il y a une histoire que j'ai vue récemment et je pense que je voudrais la partager avec toi et tu me donnes ton avis, c'est très important. Je sais pas si tu connais un petit peu Blackstone, t'entends Bien parler? sûr. Ouais. On parle qu'ils ont un robot en intelligence artificielle qu'ils ont développé depuis des années et Mhm. qui sert en fait à manipuler les plus grosses transactions financières, etc. Est-ce que tu penses que maintenant, c'est facile d'intégrer de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est finance Ouais. pour prendre de réelles décisions, pas Ouais. juste pour te montrer. Ouais, je pense qu'encore une fois, on a vu une explosion sur les indéniables sur les 2 derniers mois avec Claude Cowork, etc. Ouais. qui aujourd'hui c'est intégral partout. Tu peux l'intégrer. Donc, je pense qu'aujourd'hui oui. Alors après, la question c'est plutôt qui, d'accord? Je vais parler de mon domaine, mais pour une banque traditionnelle, Blackstone c'est peut-être un peu différent, mais pour une banque traditionnelle, c'est quand même plus compliqué parce que quand même il s'appuie sur des systèmes de legacy, tu vois, des systèmes qui ont été construits Ok. il y a 50 ou 70 ans, tu Ouais. vois. Donc, qui n'ont pas été construits dans l'idée de AI first avec Mm. des agents IA au cœur de l'entreprise. Et c'est là où je vais te donner 2 exemples. Déjà, nous, Zazu, comme tu dis, on est né en 2024. Ouais. On ne pouvait pas ne pas considérer l'IA même dans notre pitch deck, même dans notre discours, si tu veux, aux investisseurs. On se devait de prendre ça en compte. Donc on a vraiment construit l'architecture, si tu veux, la réflexion même produit, pour permettre une accélération avec des agents IA. Donc, pour des entreprises qui sont modernes, qui ont, je pense, construit sur des infrastructures modernes, je pense que oui, aujourd'hui, tu peux intégrer l'IA nous, on l'utilise à l'interne, on est sur des réflexions sur la partie produit, beaucoup de choses que tu peux faire. Par contre, pour des entreprises qui sont sur des systèmes Cobalt, Ouais. on fait faire ça en banking, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Intégrer l'IA dans la banque, comme banque, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vrai. Ah, écoute, en fait, quand on dit IA, l'IA c'est quoi? Tu m'as dit toi-même, Ouais. tu vois, tu as dû entraîner pendant une semaine Ouais. ton algorithme. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu dois lui fournir de la data, de la Ouais. donnée, Ouais. d'accord? Aujourd'hui, est-ce que ta banque peut te dire exactement comment est utilisée ta donnée? Comment est-ce que ils n'ont Ouais. aucune idée parce que Ouais. ça a été construit en silo, si tu veux. C'est des vieux systèmes qui ont été patchés, tu vois, les uns sur les autres. Ouais. Et encore une fois, ça marchait à l'ère 2000, 2010, etc. Mais aujourd'hui, je vois plein d'entrepreneurs qui créent en une semaine des dashboards qui sont tellement plus sexy et intuitifs Ouais. qu'une banque n'a jamais construit, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que même s'ils ont les outils IA autour d'eux, c'est compliqué pour eux de leur fournir la data, si tu veux, d'une manière simple, même s'ils ont toutes les données des clients, tu vois. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, les banques traditionnelles, typiquement, devraient tout savoir sur toi, avec les paiements, les cartes, etc. Exactement. Mais ils n'arrivent pas à l'utiliser d'une manière conséquente. Voilà. C'est vrai. Ok, ok. Bah, intéressant. Bah, j'espère que Zazo nous permettra d'aller beaucoup plus loin sur cet aspect. Écoute, on y arrivera. Ok. Ok. Donc, parle-nous un petit peu de Zazo. Maintenant, on va rentrer dans Zazo, ce que c'est réellement, c'est fait pour qui, pourquoi, la solution que Zazo Mhm. résout sur le marché africain et surtout marocain, parce que même moi, je suis utilisateur de Zazo Mhm. et de jour en jour, je vois l'utilité de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons, en tant qu'entrepreneurs, nous avons tous des banques, nous avons Mhm. tous des comptes bancaires, Mais quand on travaille dans le digital et qu'on a des clients
Il y a beaucoup de solutions que les banques traditionnelles, avec leurs comptes, ne résolvent pas. Et j'en ai vu quelques-uns. Je veux vraiment que tu nous dises tout sur Zazo. D'accord. Tout, je sais pas si je pourrais te le donner, mais Bah, la un plupart des choses, maximum. un maximum. Alors, non, en fait, Zazu est né vraiment du constat que tu viens de partager. Qu'il y a un gap, en fait, entre ce que les banques proposent aujourd'hui et le monde moderne dans lequel on vit. D'accord? Que ça soit en termes de paiement, que ça soit en termes d'infrastructure bancaire, d'expérience, de appli mobile, etc. Et donc, en fait, l'objectif de Zazu, c'est de devenir une meilleure alternative à ce qui existe aujourd'hui, particulièrement pour les entrepreneurs, les freelancers et les PME. D'accord? Et donc de leur permettre d'offrir des services qui leur permettent de gérer leurs finances en ligne, mais aussi d'aller plus loin sur leur business et à la fin du mois, ne pas devoir se concentrer sur essayer de comprendre les frais qu'ils ont à payer, essayer de comprendre, devoir se rendre dans une branche ou dans un centre d'affaires pour régler leurs finances, ou devoir appeler leur comptable 3 fois par jour. Voilà. Donc ça, c'est l'idée derrière Zazu, et de rendre ça d'une façon moderne, simple et intuitive. Ok. Et aujourd'hui, quand on dit PME, freelancers, etc., entreprises qui peuvent utiliser Zazo, c'est quoi, à ton avis, le use case ou le cas d'utilisation le plus fréquent que vous avez vu, que vous avez eu avec les personnes qui utilisent Zazo maintenant et qui peut parler à tout le monde? Ouais. Aujourd'hui, il y a différents cas d'usage. Le premier, je dirais, c'est les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs qui ont juste envie d'une solution très simple, qui puissent ouvrir en ligne, si tu veux, Ouais. sans se rendre dans une agence, sans devoir attendre 4 mois pour avoir un rendez-vous et envoyer des papiers, des documentations entre les agences. Donc, la possibilité juste d'ouvrir un compte et de gérer les finances au quotidien en ligne, simplement. Ça, c'est déjà un use case pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas les entrepreneurs modernes. La deuxième chose, c'est effectivement tout ce qui est freelancer. Alors les freelancers, eux, ils veulent pouvoir faire des factures simplement et se faire payer le plus facilement possible, que ce soit entre leurs clients au Maroc ou à l'étranger. Ok. D'accord? Donc, ils peuvent aussi travailler avec des entreprises à l'étranger qui reçoivent leur paiement. Exactement. Alors Ok. aujourd'hui, on n'a pas encore la partie multi-currency, si tu veux, Ok. d'accord? Donc on y travaille en discussion avec le bureau d'échange. Comme tu sais, c'est un sujet particulier au Maroc, mais en tout cas, ils peuvent accepter des paiements par carte pour des clients qui sont partout, de manière instantanée. Donc aujourd'hui, typiquement, leur expérience, bah, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent avoir d'une banque. Ils vont devoir, tu vois, ils avaient le CMI peut-être avant, qui était quand même un acteur assez legacy, assez ancien. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui arrivent sur le marché, mais ça reste quand même une expérience euh, désintégrée de leur expérience bancaire. Après, ils doivent avoir un compte, ensuite ils doivent avoir une relation avec tu vois, un système de paiement qu'ils doivent mettre en place, avec qui ils doivent payer une caution, etc. Donc nous, on apporte tout ça, tu vois, et souvent même créer leur propre facture sur un autre outil. Oui. D'accord? Donc nous, on apporte ça tu vois, d'une manière complètement digitale et sur une seule plateforme. Ensuite, il y a toute la partie e-commerce où, encore une fois, eux, typiquement, ils cherchent des solutions de paiement et de pouvoir accepter des paiements en ligne sur leur site, par exemple. Ok. Et c'est là où tu as quelques acteurs, mais typiquement, tu n'as pas beaucoup de choix. C'est pas encore une fois lié, alors c'est pas un outil tout en un. Et aujourd'hui, parce que tu as très peu d'acteurs, bah, tu as quand même des frais qui sont quand même assez hauts, tu as des demandes de caution, et typiquement, ça arrive sur leur compte en at best 24 heures, et au pire 2-3 jours ouvrables. D'accord? Donc nous, on leur permet de créer facilement des liens de paiement qui peuvent, tu vois, avec des webhooks ou des API placés sur leur site, faire des choses un peu intéressantes et être payés ou encaisser leurs clients de manière instantanée. Et le dernier use case, c'est, je vais dire, les entreprises un peu plus, je vais pas dire traditionnelles, mais un peu plus établies, d'accord, qui ont je dirais, entre 20 et 100 employés, où typiquement, là, tu parles de sujets de gestion d'équipe, d'accord, où tu veux pouvoir facilement ajouter ton directeur financier, tu veux pouvoir payer des salaires facilement, euh, tu veux pouvoir commencer à avoir une visibilité sur ta trésorerie, tu vois, où là, les données commencent Ok. vraiment à compter. Ouais. Et c'est là où voilà, on a certaines features qui, en tout cas, sont a priori plus intuitives et plus facilement d'accès que beaucoup de banques. Ça, c'est très important, hein. Tu as dit un point qui m'a touché moi personnellement. Mhm. Juste il y a je dirais quelques mois, 3 ou 4 mois, c'est le paiement de salaire. Mhm. En fait, actuellement, les banques traditionnelles ont une solution pour dispatch les paiements.
Tu dois soit utiliser enfin une application ou un outil que eux te donnent et tu dois payer pour Bien cet sûr. outil, ou bien il faut que tu te déplaces en Mhm. banque pour Ouais. faire ça. Donc il faut que ton comptable se déplace en banque avec toute la liste, parce que je m'y connais un petit peu aussi dans tout ce qui est paiement de salaire, avec la liste, les numéros de compte, les paiements, etc., pour que eux ils fassent ça de leur côté et envoient tous les paiements. Et on revient toujours à la même problématique, c'est le temps. Ah, tu vois, c'est temps. Et je pense que Zazo résout ça. Moi, pourquoi je dis ça? Parce que je l'utilise, comme je t'ai dit. Je Mhm. l'utilise. Le paiement instantané via le link, Mhm. c'est un game changer. Mhm. Je peux te dire pour tous les e-commerçants, parce que ça nous permet déjà de setup sur notre site en 2 clics Ouais. un paiement. Ouais. Et ça arrive directement avec une page de redirection, tout ça, c'est vraiment parfait. Je l'ai utilisé juste dernièrement. Et en plus de ça, ça permet en fait de donner beaucoup plus de liberté. Mhm. Surtout sur les tarifs, parce que je sais que vous avez des tarifs, enfin comment on dit ça, Les frais? des frais Mhm. très, 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 très compétitifs. Et je peux le dire, et je sais de quoi je parle. Parce que j'en ai utilisé des solutions. Tu sais, pendant tout au long, j'en ai utilisé des solutions et je kiffe. Merci beaucoup pour cette Bah, écoute, solution. non, écoute-moi, en revenant tu vois, l'idéologie de Zazu, c'est exactement ça. Tu me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as donné deux exemples. Tu m'as dit, voilà, moi, j'essaie d'automatiser une grande partie de tes activités avec Ouais, l'IA. ouais, Pourquoi? Parce que ça te fait gagner du temps. Et deuxièmement, tu m'as dit, tu as même des clients qui sont prêts à payer les 20 dirhams, si tu veux, de plus pour des virements instantanés. ouais. C'est pas une question de tarif. Enfin, il y a une question de tarif, mais c'est la chose principale pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est le temps. Mm. Et c'est là où on veut investir, c'est vraiment faciliter la gestion financière pour leur épargner. Au-delà des frais, au-delà de leur expérience, c'est vraiment du temps. Ok. Ouais. Bah, c'est super. Franchement, cette solution, je pense qu'elle va changer la vie à beaucoup d'entrepreneurs, surtout les personnes qui nous regardent et qui connaissent pas la solution. C'est vraiment, moi, je dis qu'il faut tester. Faut tester. Inch'Allah, écoute, Inch'Allah. on y arrive béchoya Ouais, béchoya, comme on dit ouais, chouïa, chouïa, en bah, arabe. ouais, On arrive petit à petit sur le marché. On n'a pas encore vraiment communiqué. ouais, ouais, On attend quelques petites choses se mettre en place, mais très rapidement, je pense qu'on va accélérer sur le marché. ça marche. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire au Maroc et c'est pour ça qu'on est là. Bah, moi, je suis content d'être parmi les premiers, je vais pas te mentir. Tu as nos champions. Ouais, je suis très, très content. Ok. Donc, on avait parlé un petit peu du problème concret qu'il y a sur le marché, à tout ce qui est banque traditionnelle, tout ce qui est paiement en ligne, paiement via des cartes nationales, internationales, etc. Ça, c'est très important. À votre avis, est-ce que Zazu, je dirais dans 3 à 4 ans, Mhm. pourrait, par exemple, même fournir aux commerçants, quand je dis commerçants, nous on appelle ça au Maroc les moulhanout, Mhm. c'est-à-dire tu Bien connais sûr, Chari un petit bien peu et sûr. tout, est-ce que ça pourrait aussi être intégré avec toutes ces personnes? Parce que moi, je vois en Zazu quelque chose ou un écosystème qui peut être beaucoup plus grand. Mhm. Je ne sais pas de votre côté comment ça fonctionne, mais ça pourrait être intéressant pour nos internautes qui n'ont pas forcément que des business avec lesquels Mhm. ils vont faire que en ligne. Ouais, bien Parfois, ils sûr. veulent sur le terrain aussi. Ouais. Non, clairement, notre ambition, c'est vraiment de toucher toutes les PME, d'accord, de Ok. différentes tailles. Mais effectivement, comme tu sais, quand tu es entrepreneur, tu dois commencer à cibler Mhm. un marché. Et aujourd'hui, les cibles, si tu veux, qui répondent le mieux à notre vision, parce qu'on est vraiment sur une vision aujourd'hui, c'est les entrepreneurs modernes, c'est les PME modernes. D'accord, quand je dis modernes, c'est qui sont prêtes en tout cas à utiliser des solutions complètement en ligne et dont leur business leur permet. Parce qu'on a aussi des entrepreneurs entre guillemets modernes, mais qui leurs clients leur payent en cash ou préfèrent, tu vois, venir déposer le chèque au bureau. Donc il y a dans certains cas des besoins effectivement qu'on peut pas contourner. Mais donc typiquement tout est en ligne aujourd'hui parce que c'est notre cœur, notre cible cœur. Mais effectivement, on a la vision d'aller plus loin. Je vais te donner quelques exemples. Le premier, c'est effectivement de pouvoir faire des partenariats avec voilà, tu vois, des équivalents de Daman Cash ou Cash Plus si tu veux, Ouais. où on va pouvoir permettre à nos clients de faire des dépôts ou de retirer en espèces dans des agences physiques, tu vois, ou Ouais. même pour permettre à leurs clients, tu vois, typiquement à tes clients, de déposer leur chèque s'ils veulent. Ok. Donc tu vois, ça c'est alors c'est pas une réflexion pour tout de suite, pour Ouais. dans les Ouais. mois qui viennent, parce qu'on a plein d'autres choses sur la roadmap, mais c'est dans notre tête. Et effectivement, typiquement des solutions de paiement comme des TPE physiques, si tu veux,
c'est moins une question de si on va le faire et quand, mais plus comment. Tu vois, typiquement, est-ce que c'est une solution qu'on va faire nous-mêmes ou est-ce qu'on va leverager un. Tu vois, on a des acteurs maintenant qui arrivent sur le marché, tu vois, avec les nouvelles licences. Mhm. Je pense typiquement à TKP. Je sais pas si tu Non, les je connais. connais. Bah, ils commencent à lancer des machines, voilà, physiques, si tu veux, Ok. pour beaucoup de commerçants. Ils ont un partenariat avec Naps, si je me trompe Ah, pas. ouais, je connais Naps. Mais typiquement, voilà, c'est pas notre cœur de métier, tu vois, Oui, mais on pourrait ça peut s'intégrer. facilement, Ouais. exactement. Ouais. En fait, ça c'est une deuxième philosophie qui est importante chez nous, contrairement aux philosophies de la banque, c'est partnership first, d'accord? C'est que Ok. et c'est là où l'expérience, si tu veux, de Solaris m'a appris beaucoup. Et c'est que Solaris c'était une des premières banques, si tu veux aussi, de penser API. API, c'est-à-dire intégration, partenariat, etc. Et on a vraiment cette philosophie à Zazzou de se dire il y a plein de choses, plein de solutions qui arrivent au Maroc. Tu vois, des solutions comme la tienne sur les bookings, des solutions de paiement, des solutions de financement, de facturation, etc. Nous, en fait, on veut juste être la plateforme qui permet aux commerçants de gérer toutes leurs activités financières. Si on a des partenaires, d'ailleurs, peut-être dans ton podcast ou dans tes internautes, si tu veux, qui écoutent, qui ont des solutions intéressantes, Ok. nous, on est plus qu'heureux de les intégrer. Tu Ok. vois, si ça peut ajouter de la valeur au client final ou au PME. Bah, ça marche. Je laisserai un contact en dessous de la vidéo. S'il y a des Bien personnes qui sûr. sont intéressées, ils enverraient peut-être un email ou un truc comme ça. Ouais, tu donneras Ok. mon numéro marocain avec plaisir. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est que définitivement, on va y arriver. Ok. Ça sera une des cibles, si tu veux, les business un peu plus traditionnels, qui aujourd'hui sont plus difficiles je veux dire, à convaincre parce qu'ils ont leur confiance dans les banques traditionnelles, tu vois. Et comme on a discuté, les Marocains ont encore du mal à, même s'il y a un gros moteur et une transformation digitale, ont quand même du mal parfois à changer leurs habitudes. Mm. Mais on va y arriver petit à petit et je pense qu'une fois qu'on aura établi la confiance dans nos cibles principales, je pense qu'après ces segments-là pourront être considérés. Inch'Allah. Bah, on espère que ça arrivera vite parce Inch'Allah. on est utilisateur. Euh, Là, actuellement, aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de personnes bon, on connaît beaucoup d'acteurs de paiement en ligne, mais au Maroc, il y a toujours la question qui revient tout le temps. Mm. Est-ce que c'est agrémenté? Est-ce que c'est légal? Est-ce que si je l'utilise, je vais pas avoir des problèmes? Tu Mm. vois, il y a beaucoup de Marocains et surtout les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui. Je suis sûr et certain qu'ils vont avoir cette question. Ouais. Ouais. Donc, explique-nous un petit peu Je suis, comment ça fonctionne. je suis sûr et certain que c'est la première question. Ils sont Oh, déjà, ouais, il ils y ont a deux déjà posé. questions, ils ont déjà pensé à cette question. Non, effectivement, et je vais te dire une chose, c'est très marocain cette question. C'est une bonne chose, Oui. effectivement. Et je suis très impressionné par la compréhension des Marocains sur le type de licence et le fonctionnement opérationnel des acteurs de paiement et des acteurs bancaires. Tu vois, c'est une chose, en tout cas en Europe ou sur les autres marchés sur lesquels j'opérais, où les gens juste, je pense que c'est une question de confiance. Ils se posaient pas la question, si tu veux. Quand Revolut est arrivé, il y a quoi maintenant, presque 10 ans, si tu veux, peut-être un peu moins, sur le marché européen, c'est pas trop posé la question, tu vois. C'était juste, ok, ça marche bien, c'est facile, let's Mm. go. Mm. Tu vois, Ouais. personne n'avait une compréhension de la licence, tu vois. Mm. Ils viennent seulement après 10 ans maintenant d'appliquer pour leur propre licence, t'imagines? Ouais, 10 ans. 10 ans, ouais, donc personne ne le savait, tu vois. Ouais. Et c'est marrant, au Maroc, c'est la première question qui surgit des clients. Je pense que, comme tu disais, je pense que historiquement, le marché marocain a fait face à des fraudes ou des choses comme ça, qui Ouais. fait que ils sont méfiants et donc c'est quelque chose qu'on prend en compte. Alors en termes de licence, on s'appuie aujourd'hui sur un acteur régulé, d'accord, qui est Sharimony. Ok. Euh, je pense que tu connais, ou en Ouais. tout cas, C'est de beaucoup de gens Belfayat, connaissent. je pense. Exactement. Ok. Donc, Ismaël Benriad était Ouais. un de nos tout premiers investisseurs d'ailleurs. Ok. Il est conseiller ici sur notre activité. Il est partenaire à travers Shari, qui a sa filiale qui s'appelle Sharimony, Ok. qui agit comme licence de paiement. Mhm. Et donc, nous, on est un agent de leur licence de paiement. C'est-à-dire Ok. que la BICAM, si tu veux, la banque El Maghrib, Mhm. régule Shari directement. Mhm. Et nous, en tant qu'agent, on doit suivre toute une série de cadres de conformité, aussi sous la régulation, si tu veux, sous la licence de Shari et sous la licence de paiement qui est attribué par la BICAM.
Comment ça se matérialise typiquement en fait, on travaille en coordination directe avec les équipes de compliance de Shari, c'est-à-dire que chaque compte qui doit être ouvert avec nous doit être vérifié et être accepté par notre conformité, ensuite leur conformité, Ok. qui est en accord avec typiquement une des banques partenaires avec lesquelles ils travaillent. Ok. Donc, tout ça pour te dire que on est bien en conformité avec les bonnes licences ici au Maroc, avec les bons process. Et je vais même aller plus loin. Nos ingénieurs, si tu veux, une grande partie de nos ingénieurs sont des anciens collègues avec qui on a travaillé en Allemagne. Je Ok. sais pas si tu connais le marché allemand, mais en termes de régulation et de banque centrale, il n'y a pas d'acteur plus difficile et plus strict. Ok, en Allemagne. Exactement. Ok, Donc ok, je peux te ok. dire qu'il y a certains process même ici au Maroc où on aurait pu, si tu veux, un peu, je vais pas dire fermer les yeux, mais en tout cas, tu vois, dans les pays, dans la façon dont on intègre les paiements, etc., où typiquement ça pourrait passer, mais les ingénieurs nous ont dit non, 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 les gars, de nos meilleures pratiques, de ce qu'on a fait en Faut Allemagne. faire les choses droites. Exactement. Ouais. Donc voilà, je pense que on a un bon mix, si tu veux, du cadre et de l'expérience des bonnes personnes comme Smaël Belriat, Hmm. et de son entourage qui nous épaule vraiment en tout cas sur la partie marocaine, des acteurs comme Shari qui ont développé des belles infrastructures, mais aussi le know-how, si tu veux, qu'on a pu ramener de notre expérience avec les bonnes pratiques. Ok, bah c'est super. Maintenant, tout le monde sait que c'est tranquille, donc vous pouvez ouvrir votre compte Zazo tranquillement. Exactement. Et entre guillemets aussi, en tant qu'agent, si tu veux, on n'est pas autorisé à cantonner les fonds. C'est-à-dire que voilà, typiquement les fonds que tu as avec nous, avec Zazou, Ouais, sont cantonnés derrière avec une banque marocaine, tu ok. vois, qui a une licence de crédit, une licence bancaire. C'est là où les fonds sont, sont, euh, Sans stocker sont, sont plus. stockés et cantonnés. Ah, ok, D'accord? donc pour expliquer ça, je pense que c'est important. Donc, par exemple, moi, quand j'ai, disons, 10 000 dirhams sur un compte Zazo, Mhm. ok, 10 000 dirhams, ils sont sur le compte Zazo, on le voit, mais ils sont réellement stockés sur Mhm. une vraie banque traditionnelle. Exactement, Ok, exactement. Donc ok, nous, ok. si on parle d'un point de vue opérationnel, nous on Mhm. est un prestataire de services Ok, techniques, si tu veux, ok, d'accord? Donc on ok. s'occupe vraiment de l'interface, de toute l'intelligence, si tu veux, Mhm. derrière les bonnes fonctionnalités, et le routing, si tu veux, vers ce compte où l'argent est déposé, Ok, d'accord? bah c'est super ça. Donc c'est typiquement en fait, et c'est ça je vais pas dire le challenge, mais en tout cas la bonne réflexion qu'on doit avoir au Maroc, c'est comment est-ce qu'on articule bien ça Mhm. pour que les Marocains comprennent qu'on a un bon mix entre la conformité et la sécurité d'une banque, Mhm. d'accord, mais la flexibilité et la souplesse, si tu veux, comme on disait au début, d'une start-up ou d'une fintech qui peut faire des choses qu'une banque ne pourra jamais faire. Ouais, ça c'est vraiment super en fait. C'est ce pont, c'est ce pont qui est très important parce que des banques ça existe, mais avoir un pont réglementé qui nous permet de faire beaucoup de choses, ça c'est important et ça c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs cherchent, Mm. même des amis à moi, etc. Chercher cette solution et maintenant qu'elle existe, maintenant qu'elle est sur le marché, comme tu as dit, pas encore publiquement, Mm. mais ça résout vraiment un réel problème. Ok. Pour la prochaine question, c'est une question stratégique un petit peu. Je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi exactement le Maroc. Qu'est-ce qu'il a le Maroc, par exemple, que d'autres pays, par exemple en Afrique ou Mm. par exemple même en Europe, euh, qu'ont pas et que Mm. le Maroc a, à ton avis? Moi, je dirais, je pense que tu l'as dit aussi, il y a un mot pour moi qui résume le Maroc, c'est le momentum. D'accord? Ok. Je pense que contrairement à beaucoup de pays, qui sont à différents points d'inflexion. Tu regardes l'Europe, il y a beaucoup de talents en Europe, il y a beaucoup de choses intéressantes encore à faire, mais je pense que les beaux jours de l'Europe, après ça se discute, je ne vais pas rentrer dans les contenus, mais les beaux jours de l'Europe, si tu veux, en tout cas, se voient stagner en ce moment. Et je pense qu'il y a beaucoup Ok. d'entrepreneurs qui le constatent. Et à contrario, si tu veux, je pense que l'Afrique, et particulièrement le Maroc, en point d'inflexion, est en pleine croissance, tu Mhm. vois. Mais je dirais même, si tu veux, en naissance de croissance. C'est-à-dire, tu as toute une génération d'entrepreneurs exactement comme toi, tu vois, Ouais, ouais. comme ton audience, qui sont jeunes, qui sont en train de, je rencontre des entrepreneurs tous les jours, qui sont en train de développer des solutions, tu vois, au Maroc, d'e-commerce, de SaaS, des agents IA, etc., Mhm. et qui vont, pour moi, devenir la nouvelle génération. Et encore une fois, il y a un gap entre ce qu'ils font, entre les outils qu'ils utilisent maintenant, Claude, ChatGPT, etc., et leur expérience bancaire. Et Ok. donc, tout ça pour dire que il y a trois éléments, si tu veux, qui étaient importants pour nous, si tu veux, quand on regardait au marché. Même si l'Afrique du Sud est notre premier marché, d'abord, effectivement, c'est le momentum, d'accord? C'est à quel niveau, si tu veux, de croissance
les entrepreneurs modernes et digitales sont. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est, euh, je dirais, la taille du marché, d'accord, et la profondeur du marché sur les PME. Aujourd'hui, le vrai backbone, si tu veux, la vraie infrastructure du Maroc, c'est les auto-entrepreneurs, c'est les PME, d'accord. Ok. Et donc, troisièmement, c'est la régulation. D'accord, comme je l'ai dit, pour nous c'était un point clé. Tu as beaucoup de pays qui sont intéressants, mais aujourd'hui n'ont pas le régime réglementaire pour permettre à des acteurs comme nous de pouvoir opérer. Tu vois, c'est principalement toujours les banques qui ont le monopole, etc. Mhm. Et le Maroc est encore une fois à ce point d'inflexion où le régulateur a compris que s'ils veulent voir des innovations nouvelles, etc., ils vont devoir ouvrir le marché et permettre à d'autres acteurs, si tu veux, sous des licences de paiement, sous des licences d'agents de paiement, comme on l'est, de pouvoir exister. C'est là où ça a été un peu le déclic pour nous de dire, bah, le Maroc répond en tout cas à beaucoup de ces questions. Ok. Et en plus de ça, c'est un pont très intéressant vers le reste de la région MENA, si tu veux, de l'Afrique du Nord et Ouais. Middle East, etc. Ensuite, c'est la Tunisie tu vois, dont je viens, qui est pas loin, si tu veux, on va dire, qui ressemble au Maroc, mais tu vois, il y a beaucoup de dynamiques qui sont similaires. Tu as l'Égypte, pardon. Très Et, développé l'Égypte. L'Égypte, c'est exactement, très développé sur ça. exactement. Tu vois, donc pour nous, en fait, le Maroc, c'était aussi, c'est un marché qui nous a toujours intéressé. C'est un marché où effectivement on était supporté par les bonnes personnes très rapidement. Et c'est un marché qui nous donne, je pense, voie à, tu vois, des pistes d'expansion, soit sur la Tunisie, peut-être l'Algérie, l'Égypte, et effectivement aussi toute la partie Afrique francophone. Ok, ouais, c'est super de voir ça. En plus de ça, plus il y aura de pays, plus je pense que Zazo pourra se développer dans le sens où, comme tu as dit tout à l'heure, Revolut, ce qui est bien Mhm. avec Revolut, c'est le nombre de personnes qui l'utilisent. Ouais, exactement. Et plus il y aura de personnes qui vont utiliser Zazo, plus il y aura d'options peut-être à travers le monde entier pour utiliser tout ça. Donc, Non, c'est exactement un effet de réseau. Surtout, en fait, tu m'as demandé tout à l'heure quelle est un peu notre vision d'ici 2 ou 3 ans. C'est exactement ça, en fait. C'est d'exister dans plusieurs pays, d'accord, et de pouvoir permettre à des commerçants de faire du commerce ou des échanges instantanément entre eux. Tu vois, entre une PME qui est en Tunisie, qui est en Égypte, qui est au Maroc, mm, etc. Au lieu de, je sais pas si tu as déjà une expérience, mais typiquement, c'est très fragmenté. Même si demain, tu t'étends en Égypte, tu vas devoir réouvrir un compte avec exactement. une banque Ouais. traditionnelle. Si tu veux envoyer des comptes, des fonds entre tes deux comptes, ça va prendre presque une semaine. Ok. Donc, notre idée, c'est vraiment de bancariser, si tu veux, d'une manière digitale, toutes les PME à travers ces régions et de pouvoir faciliter des transferts et des paiements instantanés. Ok. D'accord. Et encore une fois, on revient à l'infrastructure, parce qu'aujourd'hui, les banques, elles ont des licences un peu partout, elles ont des branches un peu partout, mais la façon dont elles ont été construites sont complètement dispersées, si tu veux, ou fragmentées de ce qu'elles ont soit au Maroc, soit en Tunisie, etc. C'est des branches complètement différentes. Donc ces systèmes ne communiquent pas. Donc notre idée, nous, c'est au contraire un peu, comme on l'a dit sur la partie opérationnelle, c'est de venir avec une partie tech Mhm. qui devient non plus un enjeu de licence, de se développer dans des pays avec une infrastructure lourde et de réglementation, mais plutôt de la jouer, d'être un Amazon, si tu veux, ou un Revolut, si tu veux, de la banque, où Ok. c'est juste une plateforme qui est déployée dans un nouveau pays. C'est Euh, super. C'est- mais Avec une carte bancaire, on peut avoir une carte bancaire, par exemple, retirer des distributeurs. Donc, par exemple, demain, si Zazu sort une annonce, mhm. OK, on est implémenté en Égypte. Ouais, Ah, je peux avoir ma carte Zazu, aller en Égypte et retirer d'un distributeur ouais. tranquillement. Alors Ouais. ça, typiquement, la carte arrive, tu vois, elle arrive dans quelques semaines. Typiquement, ça, tu peux déjà utiliser la carte à l'étranger, OK, d'accord? OK. Mais effectivement, l'idée, ça sera tu vois, si tu t'étends en Égypte, bah, de pouvoir, en un clic, si tu veux, ouvrir un compte égyptien avec la monnaie locale, Égyptienne. Ah, etc. OK, 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 Et OK. de te faire des virements entre tes comptes, ou en tout cas entre tes partenaires de manière instantanée. Parce que OK. effectivement, c'est la même plateforme, tu vois. Bien sûr. Et tout à l'heure, on en avait parlé d'un truc, c'est la possibilité d'avoir plusieurs comptes sur Mhm. le même compte. Ouais. Ça, on peut pas l'avoir sur les comptes classiques. Est-ce que tu peux en parler Alors sur les comptes classiques, je pense que peut-être qu'il y a certaines banques qui le font, mais c'est encore très difficile. Je pense que typiquement, tu vas devoir aller en agence, tu vas devoir parler Ouais, avec le conseiller, avoir une co-signature ouais. tu vois, de tes gérants, etc.
Et voilà, c'est assez compliqué. Mais effectivement, là, on y arrive. Où l'une des prochaines fonctionnalités qui va sortir, c'est il y aura deux choses. Il y a la possibilité d'avoir plusieurs comptes liés à ton compte. Donc, ça sera à chaque fois des RIB différents, mais qui seront liés à ton RIB principal. Donc, tu vas pouvoir créer des sous-comptes. Tu vas pouvoir, pardon, créer multiples comptes. Ça va être un compte opérationnel, un compte taxe, si tu veux, un compte marketing, tu vois, un compte pour tes opérations commerciales. Tu vas pouvoir automatiser les paiements entre ces comptes-là. Tu vas te dire à la fin du mois, je veux que voilà, 10% de mes revenus aillent directement sur le compte taxe, ou 20% de mes commissions tombent sur le compte sales ou commercial. Ah, c'est D'accord? super ça. Donc ça, premièrement, c'est plusieurs comptes. Et après, tu auras aussi des sous-comptes. C'est-à-dire que ça sera, tu auras plusieurs RIB virtuels, si tu veux, qui seront liés au même compte. Tu pourras faire des pockets, si tu veux, ou des poches, si tu veux, qui sont liées au même compte. Mais voilà, Je tu souris pourras faire parce beaucoup de que choses. pourquoi je souris parce que je vois qu'il y a tellement d'opportunités qui vont s'ouvrir avec grâce à ça, c'est Ouais. énorme. Ouais, Écoute, on y arrive petit à petit, ouais. ouais. Bah force à vous, on est avec vous, hein. Ouais. Mais typiquement, Oui, pour ce que tu m'as dit, tu vois un peu le cas d'usage que tu as avec tes clients, ouais, etc. C'est au lieu de faire une infrastructure où, tu vois, entre ta banque, j'imagine tu as une solution de paiement, tu me disais, plus solution de booking. Et après, tu dois leur envoyer sur leur compte, tu vois, en espérant que c'est leur compte principal. ouais. Tu vois, l'idée, ça serait d'avoir, tu vois, un compte, si tu veux, chez toi. Tu pourrais avoir des sous-comptes où, typiquement, ils peuvent, qui sont réservés avec à chacun de tes clients, à chacun de ces restaurants, tu vois. Ok, Tu vas pouvoir automatiser un peu ces commissions. ok. En arrivant au Maroc, est-ce que vous avez eu des difficultés ou c'était quoi la plus grande difficulté? Parce que faire une fintech au Maroc, c'est pas toujours facile. Hmm. Et il y a beaucoup de personnes qui s'attaquent à ce marché et qui ont qui trouvent beaucoup de barrières à l'entrée. Est-ce que vous avez trouvé beaucoup de barrières, beaucoup de difficultés, et c'était quoi la plus grande difficulté que vous aviez levée? Hmm. La plus grande difficulté pour moi, ça reste le trafic de Casa. Ah ouais. Ça reste vraiment la première difficulté, j'ai dit. Ouais. Ok, ok. Mais à part ça, non, écoute, non, pour être franc avec toi, comme je t'ai dit, on a eu la chance d'être supporté très rapidement par Ok. Smaël Belriad, Sophia aussi, sa compagne et partenaire chez Chari, qui je pense que sans eux, en fait, ça aurait été très compliqué en étant non marocain, même si j'ai des origines tunisiennes. Mais donc, c'est vraiment grâce à eux, tu vois, qu'on a pu bénéficier de leur licence, d'accord, de pouvoir s'appuyer sur leur confiance et la confiance qui va avec le nom de Chari, de Charimony. Donc, je pense que ça a simplifié beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit, l'un des éléments principaux qu'on regarde sur un marché, c'est est-ce qu'on va devoir tout reconstruire et devoir convaincre un régulateur, ou est-ce qu'on a déjà, si tu veux, des partenaires qui ont déjà fait le plus gros du boulot, en tout cas en termes de conformité, de réglementation. Donc, je dirais qu'au Maroc, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des bons partenaires. Je dirais le plus gros challenge aujourd'hui, c'est plus au niveau de la confiance des clients. Ok. D'accord? Je pense que tu as toute une génération d'entrepreneurs, je sais, qui est friand, comme tu disais, de nouvelles solutions, de rentrer dans le digital, etc. Mais en réalité, qui sont toujours attachés à leur banque ou aux institutions traditionnelles, ce qui est normal, si tu veux, mais qui ont encore peine à faire confiance à des nouveaux acteurs. Et donc, typiquement, je le vois parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les premiers comptes qu'on a ouverts avec les clients, de voir un peu comment ils réagissent, comment ils utilisent le compte. Et les premières questions, tu sens qu'il y a des hésitations, tu vois. Ouais. Donc, c'est plutôt la réticence, si tu veux, de faire confiance à des nouveaux acteurs qui ne sont pas des banques traditionnelles. Mais en tout cas, voilà, on y travaille. Il y aura tout un travail de communication qui va être fait. Et je pense qu'une fois, et c'est là où, encore une fois, les entrepreneurs, c'est là où on est très reconnaissant des entrepreneurs comme toi qui nous font confiance et qui vont pouvoir agir comme ambassadeurs, si tu veux, dans leur communauté, et de montrer, si tu veux, que voilà, on est digne de leur confiance et que la solution marche. Donc voilà, je pense que c'est la chose principale. À part ça, je pense que non, je pense que voilà, Alhamdoulilah, comme on dit, Il n'y a pas eu beaucoup de ça, problèmes. Et pas encore. bah, on n'espère pas. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, faire un business au Maroc, surtout si tu veux lancer une start-up, dans tout ce qui est fintech, le support des personnes qui sont déjà installées est très important. Bien sûr. Et à ton avis, comment on peut
euh, en partant de rien du tout, parce que je pense que quand vous êtes venu au Maroc, bah, vous étiez seul, Bien sûr. donc vous aviez personne. Comment on peut atteindre ces personnes? Je dirais pas comment les pitcher, on va pas faire un tutoriel comment pitcher les gens, mais Mhm. comment les atteindre, parce que ces personnes existent, certes, mais beaucoup de personnes trouvent des difficultés à juste leur parler ou à juste... Ouais. ouais. Tu veux dire, pour un Marocain de... Peu importe, pour un Marocain Ouais. ou un étranger, enfin, je suppose que pour un Marocain, ça devrait être plus facile, Mhm. même si c'est pas le cas. Ouais. Mais voilà, en général. Je comprends, ouais. Effectivement, en fait, nous, on a eu la chance, si tu veux, d'avoir un peu un pédigré, si tu veux, parce que on venait de l'industrie et en tout cas avec la société pour laquelle on travaillait. Et mon cofondateur était l'un des premiers employés, il faisait partie de la founding team. On a eu la chance d'avoir des portes qui s'ouvraient naturellement, d'accord. Mais mine de rien, on a pu aussi être en contact avec des Marocains, si tu veux, des noms. Tu vois, Ilan Benaïm, etc. Des noms Ouais. que je connaissais pas, si tu veux, moi personnellement, avant de mettre les pieds en Afrique, mais qui typiquement sont très ouverts en tout cas aux discussions et en tout cas encourager les entrepreneurs. Donc moi, je les encouragerais à contacter, à essayer, aller voir les événements, leur parler, tu vois, une fois qu'ils sortent de la scène ou même sur LinkedIn. Je pense que, en tout cas, c'est une leçon que j'ai apprise et qui va plus loin que le Maroc et dont on discutait. Je pense que si tu contactes quelqu'un avec un message qui est bien crafté, qui est bien personnalisé, je pense que la plupart des gens répondent. Tu vois, c'est marrant, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais je suis retombé sur un message que j'ai envoyé il y a quelques années, si tu veux. J'avais regardé un documentaire, rien à voir avec la fintech, mais c'était sur la Maison Blanche et sur l'équipe d'Obama, d'accord, à l'époque, d'accord. Et l'un des bras droits d'Obama, si tu veux, c'était un des acteurs, enfin pas les acteurs, mais un des personnes principales dans le documentaire. Après le documentaire, je lui ai envoyé un message. Sur LinkedIn, je lui ai dit, écoute, vraiment, félicitations pour ton programme. J'ai adoré, j'ai kiffé ce que tu as dit à tel moment. J'ai trouvé ça incroyable, c'est très inspirant, tu vois. Bras droit d'Obama, c'est le mec, tu vois, qui voyage en Air Force One avec Obama. Et le mec m'a répondu. Il m'a dit, écoute, vraiment, merci, tu vois. Et donc, tout ça pour te dire que c'est pas devenu une connexion, tu vois. J'en ai rien fait de ce contact. Peut-être que je devrais le contacter, mais tout ça pour te dire que je pense que tout le monde est joignable si tu arrives si ça vient vraiment du cœur, si c'est bien crafté, tu vois. Donc voilà, j'encourage tous les entrepreneurs, en tout cas, qui sont ambitieux et qui ait pas de limite, si tu veux. Voilà. Parce que de toute façon, dans le business, c'est la connexion qui compte. Parce que ça, je le sais d'expérience, de mon expérience, que quand on débute dans le business et quand on voit, par exemple, un acteur qui est connu au Maroc, pour lui, et c'est normal, on est personne. Ouais. Du coup, on est un peu monsieur tout le monde. Donc, il faut essayer comme tu as dit, de crafter le message de telle sorte à attirer son attention. Et ça, c'est très important parce que lancer un business solo et se renfermer, ça va jamais aller très très loin. Ouais. Donc, non, je pense que, encore une fois, le marché marocain est peut-être un peu particulier parce que c'est un marché qui commence à se développer. Parce que tu commences maintenant peut-être à avoir certains succès, je pense peut-être comme dans d'autres marchés, une fois que les personnes réussissent, elles ont un peu oublié d'où elles venaient, tu vois. Et je pense que j'ai vu ça dans d'autres marchés, etc. Mais donc je pense que voilà, j'encouragerais aussi les entrepreneurs à une bonne chose pour moi qui marche, c'est vraiment de copier en fait ce qu'ils voient dans les entrepreneurs qui trouvent successful. Tu vois, la façon dont ils parlent, la façon dont les outils qu'ils utilisent. Tu vois, typiquement, nous quand on a commencé, on utilisait, je sais plus, des outils comme Google, etc. Des outils c'est normal, mais je vais te donner un exemple. Typiquement, moi j'ai vu qu'une grande partie des entrepreneurs que je suivais utilisaient Notion. Tu vois, les startups à Silicon Valley, elles utilisaient tel et tel outil, tu vois. Ça y est, tu vois, le lendemain, je dis, ok, c'est bon, on utilise ces outils. Et ce que ça fait, en fait, c'est que naturellement, tu commences à te comporter, si tu veux, un peu comme, je vais pas dire que tu deviens du jour au lendemain ces startups, mais en tout cas, tu commences à avoir les habitudes, si tu veux, qui appartiennent à ce genre de profil ou de startup. Et le jour où tu les rencontres, c'est presque dans la même ligue, si tu veux. C'est un peu comme la gym, si tu veux. Tu vois, tu as envie d'être un athlète, comporte-toi comme un athlète. Tu vois, va pas à la gym une fois semaine, etc. Non, comment il se comporte un vrai athlète? Il arrive à la gym 20 minutes avant, il prend sa douche, tu vois, il a son protein shake, il a les derniers vêtements avec lui, ultra, tu vois, il a son essuie-tout avec lui. Voilà, comporte-toi comme ça. Et
Faut se et voilà. structurer, quoi. Faut se structurer comme c'est. Enfin, faut au moins prendre l'habitude de travailler comme eux pour, au Exactement. final, se sentir qu'on est vraiment dans Ouais, le start-uping et vraiment utiliser ces outils comme le font les plus grands entrepreneurs et prendre exactement. l'habitude, quoi. C'est juste l'habitude. En fait, pour moi, je pense que c'est juste une question d'habitude et d'organisation aussi. Ouais, en grande Ouais. partie. Et je pense que finalement, je suis très impressionné par beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, qui ont bien réussi, c'est clair, pour beaucoup de choses. Ok. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses où je suis pas très impressionné non plus, dans le sens où c'est des humains comme nous. En fait, Ouais, finalement, soit ils ont eu de la chance, soit ils ont effectivement ils ont développé une expertise sur un bon créneau, mais ils sont pas parfaits. Ils ont commencé en grande partie comme toi et moi, tu vois, c'est des entrepreneurs où ils avaient juste une croyance, ils ont juste persévéré, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi l'une des leçons, c'est pas toujours les mettre sur un piédestal. Tu vois, faut savoir les respecter pour ce qu'ils ont fait, mais de savoir que c'est possible aussi pour nous et de pouvoir y croire. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup pour ces conseils très, très, très Inspirationnel. inspirants. Ouais, ça inspire beaucoup. Bah, Euh, je vais juste dire, et hein? ça c'est mon message principal si tu veux au Maroc, et ça c'est important de le dire, c'est que moi, j'ai eu la chance de travailler dans différentes sphères et dans différents pays. Et même à Silicon Valley, à San Francisco, j'ai étudié là-bas, etc. Et je pense que c'est important. Je vois tous les jours des entrepreneurs marocains très malins, très bons, tu vois, qui sont aussi bons qu'un entrepreneur en Europe ou à Silicon Ouais, Valley ouais. ou peu importe, tu vois. Mais tu vois, je pense qu'il faut qu'ils prennent conscience que c'est le cas et qu'ils ont la possibilité. Donc, et c'est ça que j'ai envie de dire à beaucoup d'entrepreneurs marocains. Je veux dire, typiquement, je vois certaines de leurs présentations qui sont en français, tu vois, ou qui sont en MAD, d'accord, tu Mhm. vois. Non, crois plus loin, tu Ouais, vois. tu fais en euros. Ouais, Ouais, enfin en euros, en dollars, mets ton ouais. deck, tu vois, parce que pense à investisseurs, tu vois, Étranger, étrangers, tu vois. exactement. Pas toujours. Après, tu as des startups ou des PME qui peuvent très bien réussir ici localement, tu vois. Mais je veux dire, dans la mentalité, tu vois, il y a Ouais. de très bon talent au Maroc. Il faut juste que maintenant ils puissent y croire. C'est là où je pense que des succès comme Chari, typiquement, j'ai vu que Yaki, Enacle, etc., viennent de lever des fonds. Je trouve que c'est beau pour le Maroc parce que ça montre qu'il y a des succès marocains. Ça Exact. inspire toute une génération derrière qui se disent aussi, bah, c'est possible, en fait. Ouais. Et toi, d'après ton expérience dans tout ce qui est fundraising, etc., Ouais. tu as dit tout à l'heure que faut penser plus grand, mettre par exemple ses pitch decks en euros, en dollars. Mhm. Est-ce que tu penses que qu'un entrepreneur marocain qui a une entreprise, que ce soit euh, pas forcément dans la fintech, mais une Mhm. entreprise, une startup, peu importe, est-ce que Mhm. c'est donné, Mhm. enfin c'est pas c'est donné, c'est beaucoup plus facile de lever des Mhm. fonds en externe qu'en Mhm. interne? Non. En Ok. fait, en fait, je pense que ça dépend du niveau d'ambition. Ok. D'accord? Encore une fois, ça se respecte une PME traditionnelle qui parfois fait même plus de chiffre d'affaires qu'une startup. Il ne faut pas spécialement suivre le narratif qui est donné dans la presse de absolument lever des fonds, absolument être une boîte tech. Donc ça se respecte. Mais je pense que s'il y a un niveau d'ambition qui est de dire, bah, nous, on veut taper à l'international, on veut lever des fonds et on veut exploser le marché, tel marché. La réalité, c'est qu'il faut penser, déjà, il faut penser grand. Et deuxièmement, la réalité des chiffres, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'en Afrique, si tu veux, je pense que le chiffre total, si tu veux, des investissements et des levées de fonds, en Afrique, hein, je parle pas Mhm. juste du Maroc, je pense que c'est moins d'1%. D'accord, je pense que c'est peut-être la taille de Miami, si tu veux, en termes de pourcentage de toutes les levées de fonds au monde. D'accord, principalement, ça se fait aux US, Europe, etc. Ok. Mais l'Afrique, c'est 1%. C'est-à-dire que C'est très très peu, hein. c'est très très peu, bien sûr. Ouais, Alors, j'espère que ça va arriver. Je pense que ça va arriver avec la nouvelle génération, tu ouais, vois. ouais. Mais la réalité, c'est que il y a encore peu d'argent, relativement parlant, en Afrique, contrairement à d'autres marchés. Et donc, il faut se battre. Il faut, il y a tout un a priori parfois qui est lié avec l'Afrique, parce que beaucoup d'investisseurs, et on est passé par là. Je te parle de ma propre expérience aussi. Des gens qui ne connaissent pas l'Afrique, ne connaissent pas le Maroc, qui vont dire, ah, tu sais, c'est un marché compliqué, etc. Donc, tu as beaucoup plus d'a priori, si tu veux, parfois à passer quand tu veux lancer une boîte au Maroc. Donc, tout ça pour te dire que je pense que oui, si tu as une grande ambition, il faut considérer des investisseurs étrangers, il faut penser international. Et typiquement, je pense que si tu regardes même au niveau des business angels, c'est pas un truc qui est très commun encore au Maroc. Oui, oui, D'accord? c'est très très restreint.
C'est restreint. Donc, faut que tu aies la chance de connaître la bonne personne. Et encore, même si tu connais la bonne personne, ça va lui mettre 6 bons mois. projets, le bon Exactement. pitch. Ouais, c'est Ouais. très compliqué. Donc, et je vais dire un exemple en parallèle. J'ai eu des investisseurs de la région du Golfe, avec qui j'ai jamais parlé. Jamais parlé. C'était une référence, quelqu'un qui m'a été référé par un contact, qui m'a mis, voilà, 100K, 100 000 euros d'investissement, comme ça, sur un ticket, du jour au lendemain, sans même me parler. T'imagines? C'est impensable, c'est impensable. Ici au Voilà. Maroc, c'est impossible, tu vois. Impossible, Ouais, impossible, ouais. impossible. Même si tu connais le gars depuis Ouais, 20 ans, ouais, ouais. et, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que voilà, moi j'encourage en tout cas, premièrement dans la mentalité de penser plus grand, déjà parce que ça te force, si tu veux, pour ton projet, pour ta mentalité, pour tes équipes voilà, à avoir une ambition. Deuxièmement, pour les investisseurs, parce que quand tu leur parles, un investisseur, qu'est-ce qu'il dit? Même s'il aime bien ton projet, il a envie de penser grand pour lui aussi. Tu vois, il a envie de Ouais. faire partie d'une aventure qui Ouais. va au-delà de sa ville ou du pays. Donc, j'ai pas envie de te dire vends-lui du rêve, mais vends-lui un projet, vends-lui une vision, tu Quelque vois. chose de réalisable. Exact, Ouais. de réalisable, mais aussi tu vois, de dreamful, si tu veux, de quelque chose qui peut aussi penser à faire rêver, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, tout en gardant les pieds sur terre, mais tout ça pour te dire que, et finalement, si tu veux, je pense, lever des fonds à la hauteur de tes ambitions, je pense qu'il faut penser international. Même si il y a des très beaux fonds maintenant qui arrivent au Maroc, je pense que le roi et en tout cas les fonds souverains font beaucoup de travail maintenant pour déployer beaucoup Oui, de fonds. avec le ministère de la transition numérique, il y a Effectivement, beaucoup exactement. il y a Donc, beaucoup de il y soutien. a des efforts Ouais, maintenant ouais. qui vont se faire, c'est clair. Mais voilà. Ok. Très intéressant, merci pour ce retour. Je voudrais savoir quelque chose. Zazou, dans 5 ans, à ton avis, même si on en a parlé tout à l'heure avec toutes les choses qui avancent, est-ce que dans 5 ans, tu penses Mhm. que Zazou pourrait potentiellement couvrir, disons, une bonne partie des entrepreneurs ou freelanceurs du Maroc? Ouais. D'un point de vue technique, il y a aucune question là-dessus. Aujourd'hui, on Ok. peut, tu vois, on a une plateforme qui a été faite, comme je t'ai dit, qui a été pensée tech, qui a été pensée, on a toute une infrastructure sur le cloud. D'accord? Voilà, je te laisse comparer ça avec les banques traditionnelles, mais tout ça pour dire que ça nous permet vraiment d'être scalable, jusqu'à nos limites. Donc, Oui, aucune limite. Ouais. d'un point de vue technique, c'est Technique, ouais, possible. D'un ouais, point de ouais. vue technique de se déployer demain sur 10 marchés, c'est possible aussi. Ok, D'accord? ok. Après, effectivement, ça sera une question plutôt de confiance, et petit à petit, comme toute startup, il y aura des étapes. Mhm. Notre première étape ici, c'est voilà, maintenant qu'on est lancé, si tu veux, c'est de gagner la confiance des clients, être sûr que une fois qu'on a leur confiance, on continue de la garder. Ça, c'est une autre chose aussi. Mhm. Mais typiquement, c'est l'idée, en tout cas, c'est d'ici 5 ans, j'espère qu'on sera non seulement la banque de référence tu vois, des entrepreneurs, comme typiquement Mercury l'est pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont implémentés aux États-Unis. Bah, nous, on veut devenir le Mercury, Marocain. si tu veux, marocain, Ouais, ouais. exactement. Mais pas que. Tu vois, aussi des entreprises traditionnelles qui, à un moment, veulent gérer leurs finances d'une façon ou d'une autre en ligne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, même plus pour des auto-entrepreneurs et des business traditionnels voilà, attendent plus de leur banque. Ouais. Ok. Bah, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ce partage aussi. Ce podcast est riche d'énormément d'informations. Je ne croyais pas qu'il y allait toutes ces informations de ce partage qui Je seraient, t'attendais pas à ça. ouais, ouais, je Je pensais m'attendais que pas j'étais du tout. juste une personne tech. C'est très intéressant. Je voudrais savoir, est-ce que tu as quelque chose à ajouter déjà, par exemple sur Zazou, surtout sur Zazou, est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui nous regardent, Mhm. que je n'ai pas pu, par exemple, soulever sur les questions? Non, écoute, la seule chose que je peux dire, c'est que voilà, on est opérationnel aujourd'hui. S'ils veulent nous essayer et ouvrir un compte avec nous, ça se fait très rapidement. Ça se fait en 10 minutes. Ils peuvent appliquer, activer leur compte. Après, il y a une Oui. partie réglementaire de vérification du compte, mais typiquement en moins d'un jour, on a des entrepreneurs qui ont pu ouvrir leur compte Ok. et pouvoir faire des virements directement. Ils peuvent aujourd'hui aussi générer des liens de paiement pour se faire payer en ligne. Ok. D'accord, et recevoir l'argent instantanément sur leur compte, à des frais, comme tu sais, qui sont quand même très compétitifs. Et au-delà de ça, on a toute une partie qui arrive avec les cartes de paiement, la facturation, l'appli mobile qui arrive aussi, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc voilà, si eux aussi ils sont fatigués des pannes
qui vont de leur banque tous les 3-4 jours. Ils sont fatigués de devoir appeler leur conseiller ou leur expert comptable pour juste faire un virement. Nous, on adorait devenir leur partenaire et grandir avec eux. Merci beaucoup Germain pour ce partage qui était très très riche. Je vous invite et je vous laisse toutes les informations dans la description si jamais vous êtes intéressé par la solution. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Et je te souhaite la plus grande réussite dans ce chemin. Je le veux parce que je suis client aussi, donc. Voilà, j'ai pas le choix. Voilà. Et du coup, on se retrouve dans le prochain podcast. Si jamais vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, vous trouverez tous les liens en description. Et on se retrouve au prochain podcast. Ciao.